Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je suis Alban Narbonne, je suis chargé de mission urbanisme et santé chez Ecopolis. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui, qui est donc la quatrième session des rencontres Green Solution, qui sera dédiée aujourd'hui au sujet, et notamment quelques petites règles de bonne conduite et pour le bon déroulé de ce webinaire. Pensez à bien vous renommer avec nom, prénom, structure. Ça nous permettra, lorsqu'on fera les petites sessions de questions à la fin du webinaire, de bien vous identifier pour vous répondre correctement. Coupez votre micro également pour éviter les bruits parasites lors du webinaire. Votre caméra également, ça évite de surcharger la bande passante et ça permet qu'on voit simplement les personnes qui s'expriment apparaître au niveau de la caméra. Et puis, pas hésiter à suivre sur les réseaux sociaux, notamment Construction 21. Pour rappel, le webinaire est enregistré, sera donc en replay dès ce soir à partir de 17h sur le site de Construction 21. Avant de commencer aussi, quelques mots de présentation. Donc, comme je vous le disais, Alban Narbonne, je suis chargé de mission urbanisme et santé chez Ecopolis. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots sur l'association Ecopolis. Donc, on est une association loi 1901, le centre de ressources pour la construction et l'aménagement durable en Île-de-France. Et nos missions se découpent autour de 4 grands axes. L'information, avec tout un travail de veille, de documentation et de production de dossiers, de publications. Un travail de formation également, en intra-entreprise ou bien formation catalogue à l'attention des professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme. Un travail d'animation de réseau, évidemment, c'est tout à fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Et puis enfin, un volet d'accompagnement, au travers de nos démarches quartier et bâtiments durables franciliens. Et puis, on a aussi un programme d'action spécifiquement dédié aux enjeux d'urbanisme et de santé. C'est un peu plus l'objet de notre présence aujourd'hui, où on déploie en fait ces 4 grands axes sur les thèmes de l'urbanisme et de la santé: animation, formation, relais et accompagnement de projets. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet et sur notre espace thématique dédié si vous voulez en savoir plus sur le croisement de ces enjeux de santé et d'urbanisme. Quelques mots aussi sur la rencontre du jour, à l'occasion des Green Solutions. Pardon, excusez-moi, quelques mots sur nos intervenants du jour. Donc, nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Lederu et William Welser d'Egis, qui viendront nous présenter une expérimentation Cartorin ainsi qu'un outil IceTool. On aura également Mareva Payette et Maëva Naz qui nous présenteront le retour d'expérience du Collège Roquefeuille. Elles sont toutes les deux chez LEU Réunion. Et puis enfin, on aura une dernière présentation de Chloé Cariello d'Envirobat Occitanie sur la question de la gestion des îlots de chaleur dans les projets urbains. Donc, je le disais aussi également quelques mots sur les rencontres du jour. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Les Green Solution Awards, qui sont des événements organisés par Construction 21 pour mettre en avant un ensemble de projets ou de porteurs de projets qui sont issus des Green Solution Awards, qui est un concours de solutions durables porté par Construction 21. Pour 2023, il y a 6 rendez-vous qui sont organisés. Il y en a déjà eu 4 qui sont passés. Je vous invite à vous rendre également sur le site de Construction 21 pour visionner les replays. Et puis, il y aura encore 2 rencontres à venir après celle-ci. Une dédiée à la construction bois et puis une sur le confort d'été, donc qui croisera un peu les thématiques aussi qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Ces événements, ils sont soutenus évidemment par les partenaires et les parrains du concours. Et aujourd'hui, c'est donc Egis, le partenaire et le parrain qui nous accompagnera. Donc voilà, comme je vous le disais, je vous invite à découvrir en replay les 3 éditions précédentes. Et je vous le disais également aussi, ce soir, 17h, vous aurez le replay de cette édition. Avant de commencer, quelques mots d'introduction rapide pour introduire ce vaste sujet, puisqu'en fait, cette question de l'adaptation de nos logements au climat et notamment à la chaleur, c'est une question qu'on s'est posée dès la sédentarisation de l'homme, excusez-moi. À travers les époques, on a eu beaucoup de formes architecturales à travers le monde qu'on pourrait qualifier peut-être de manière rétroactive de bioclimatique. Mais c'est avec l'arrivée du modèle moderniste dans les années 30 et une certaine standardisation du logement qu'on va un peu abandonner ces préoccupations-là, d'autant plus en Occident, sous nos latitudes tempérées, où ces questions-là ne se posaient pas forcément il y a quelques années. Et ce sujet du confort d'été s'est souvent trouvé relégué aux recommandations des bureaux d'études et des techniciens. Il faut attendre la RT 2012 puis la RE 2020 en France pour avoir enfin quelques indicateurs qui commencent à prendre en compte ces enjeux.
Et puis c'est vraiment d'un point de vue de l'opinion publique et du débat public avec la canicule de 2003 que ce sujet s'impose et qu'on fait de cet enjeu de la chaleur urbaine un enjeu sanitaire majeur. Puis on a vu là récemment avec l'été 2022 qu'on a passé, qui était un des étés les plus chauds qu'on ait eu, que ce sujet revenait sur le devant de la scène et était plus que jamais d'actualité. La difficulté de ce sujet, c'est qu'on a beaucoup de phénomènes à prendre en compte, des phénomènes divers, qu'on parle d'îlots de chaleur, d'îlots de fraîcheur, de confort thermique. On a des impacts différenciés dans le temps et dans l'espace, dans l'année ou même dans la journée. Et on a donc des problématiques qui sont doubles, de plus en plus d'événements climatiques extrêmes et des périodes de plus en plus longues sur lesquelles ces événements s'étendent. Ce qui nous préoccupe principalement, c'est qu'on a des impacts sanitaires assez forts en fait, de ces phénomènes de chaleur, qui vont toucher en plus fortement les populations les plus sensibles et les plus vulnérables. On a de façon générale une plus grande sensibilité, une surmortalité des personnes âgées, des nourrissons, des femmes enceintes, des populations en errance et toutes les personnes qui sont sujettes à certaines conditions médicales préexistantes, notamment des maladies de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire. Et puis à ces effets directs sur l'homme, on a aussi des effets environnementaux, un impact environnemental de la chaleur sur la biodiversité, sur la ressource en eau, etc. On sait que les modes d'organisation de nos villes sont en partie responsables de l'intensité de ces phénomènes, l'artificialisation, les revêtements et les peintures, la morphologie urbaine, la conception de nos logements, les systèmes de climatisation, la présence du végétal et de l'eau en ville, la circulation du vent, l'ombre, etc., etc. Un certain nombre d'items qui sont déterminés par la manière dont on aménage et dont on construit et qui ont un impact direct sur l'augmentation des températures. Ce qui nous amène au constat assez simple, c'est que les aménageurs, les urbanistes ont un rôle à jouer pour apporter des éléments de réponse à cette problématique. À l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier, on a différents types de solutions. On aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui, que ce soit la végétalisation, la mutation des espaces et de l'organisation spatiale, le recours à des matériaux réfléchissants, etc., etc. Sans oublier, bien sûr, le rôle déterminant des outils de modélisation et des outils informatiques pour aider à la prise de décision. De façon synthétique, et je m'arrêterai là, mais on peut définir plusieurs grands registres de solutions. On aura des solutions qu'on va plutôt qualifier de mécaniques. Je pense ici, par exemple, à la climatisation, alors avec tous les désagréments que ça peut avoir, puisque, comme vous le savez, la climatisation, c'est simplement déplacer le problème de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur du bâtiment. Après, on va avoir des solutions qu'on pourrait qualifier de fondées sur la nature, qui sont plutôt du registre de la végétalisation, la gestion de la ressource en eau pour participer au phénomène de rafraîchissement. Et puis un ensemble de solutions qu'on pourrait qualifier de solutions passives. Je pense ici à la ventilation naturelle, mais il y a d'autres exemples. Je n'irai pas plus loin dans les registres de solutions, puisqu'on aura des intervenants beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Simplement vous rappeler qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat. On fera le nécessaire pour les récupérer, pour les poser à la fin dans le temps qu'il nous restera. Et sur ces dernières précisions, je vais tout de suite laisser la parole donc à nos 5 intervenants, pardon, je vais y arriver. Donc on commencera avec Olivier Ledru et William Wetzer du groupe Aegis, comme je vous le disais tout à l'heure. On aura ensuite Maëva Payette et Maëva Naz de LERU Réunion. Et puis enfin, Chloé Carillo d'Envirobat Occitanie. Et je laisse de suite la parole à Olivier Ledru et William Wetzer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis Olivier Ledru Bonjour. et effectivement, comme vous le voyez à l'écran, je suis le responsable innovation et éco-conception dans la partie d'Aegis qui s'intéresse au transport de surface et à l'aménagement urbain. Et William, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc moi c'est William Welzer, donc je suis ingénieur chez Aegis et c'est moi qui ai travaillé notamment sur le projet de reconversion de la friche Carterin dont on va parler tout de suite. Alors avant de rentrer dans le détail du projet Carterin et en écho avec ce qu'Alban vous a présenté au tout début, je voulais resituer les grands enjeux avec quelques chiffres. La prochaine diapositive montre que si on se base sur une étude qui a été faite par le C40 peut-être vous connaissez, c'est un réseau de villes à l'échelle mondiale qui notamment a été créé sous l'impulsion de la ville de Paris. Dans cette étude qui date déjà de 2019, vous voyez ici les plus grands risques qui sont liés au climat et qui sont en lien avec l'urbanisation. Alors, le plus grand risque, vous le voyez en plein milieu de l'écran, c'est le risque d'insécurité alimentaire. On en a eu d'ailleurs pendant le Covid en France des petites alertes précoces. Mais évidemment, c'est dans d'autres continents que ces risques sont les plus importants. Et vous voyez dans cette étude le nombre de personnes potentiellement impactées. Là, donc, vous voyez 2,5 milliards de personnes potentiellement impactées. Et vous voyez que le deuxième risque, c'est justement ce que, en anglais, il est écrit la chaleur extrême, donc qui peut effectivement se traduire par différents phénomènes, dont les îlots de chaleur ou la surchauffe. Et donc là, on parle de
1,6 milliard de personnes. Alors, dans cette étude, c'est 1,6. Dans une autre étude qui a été faite un an après, c'était 1,7 milliard. Et puis, dans une étude qui est sortie début avril 2023, dans la revue Nature Sustainability, on parle maintenant de 2 milliards de personnes. C'est sur la diapositive d'après, s'il vous plaît. La diapositive d'après, s'il vous plaît. Bien, écoutez, ça va venir. Donc, c'est 1,7 à 2 milliards de personnes. C'est évidemment dans les endroits les plus vulnérables de la planète que les risques sont les plus importants. Et vous le verrez quand la diapositive apparaîtra, que c'est sur toute la ceinture de la zone tropicale, équatoriale, donc qui ne concerne pas directement le territoire national français, mais qui concerne certains territoires d'outre-mer. Et cette progression du risque d'exposition à la chaleur extrême, elle augmente d'année en année. C'est une étude qui a été publiée en 2020. En France, suite justement à la canicule de l'an dernier, en 2022, l'INSEE et Météo France ont fait des statistiques, ils ont fait des projections et ils estiment aujourd'hui qu'un Français sur 7, dans les prochaines décennies, sera exposé à un nombre croissant et significatif on parle de journées anormalement chaudes et de nuits anormalement chaudes. Et c'est bien ça le problème dans l'impact de la chaleur sur les organismes, c'est que les organismes humains ont besoin à un moment donné de pouvoir être dans la fraîcheur pour se reposer. Et quand on cumule des journées anormalement chaudes à des nuits anormalement chaudes, eh bien, ça impacte la santé des personnes les plus vulnérables. Et vous verrez sur la diapositive d'après, s'il vous plaît, que dans le cadre de la canicule de 2003, qui a été mentionnée par Alban tout à l'heure, on a pu constater, dans le cas de la ville de Paris, qui est la ville la plus dense en France, une surmortalité de 141% par rapport à une mortalité d'un été normal. Donc là, on était en août 2003. Donc en 2003, on a eu à peu près 15 000 décès liés à cette canicule en France, donc sur à peu près 15 jours. En 2022, les études ont montré que c'était à peu près entre 10 et 11 000 décès supplémentaires qui pouvaient être imputés aux vagues de chaleur successives de 2023 en France, même si l'attribution est un petit peu plus compliquée parce qu'il y avait encore des phénomènes de Covid en 2022. Mais en tout cas, on parle de, d'impact potentiel sur la santé et la mortalité qui sont significatifs, puisque, voilà, pour votre rappel, la pollution de l'air en France génère à peu près 40-50 000 victimes par an. Et donc là, si on est sur un phénomène qui s'aggrave, à la fois en fréquence et en amplitude, on est sur potentiellement des ordres de grandeur plus importants encore que, que ces chiffres-là. Une fois qu'on a dit ça, lorsque depuis quelques années chez Aegis, on s'est intéressé à intégrer le plus possible ce phénomène dans nos études d'aménagement urbain, dans nos études de projets de transport, on a été confronté, c'est l'image d'après, à une espèce de, de- de gap, de fossé entre, d'un côté, pour modéliser, il existe des solutions de modélisation qui sont très poussées, des logiciels, je vais citer par exemple Envimet, qui permettent des modélisations microclimatiques très poussées, très fines, et à l'échelle d'un territoire. Mais ces modélisations demandent beaucoup de temps. Il y a le temps de la modélisation, il y a le temps de calcul. C'est des temps de calcul qui parfois peuvent prendre plusieurs journées, voire plusieurs semaines. Et donc, ce n'est pas à l'échelle de certaines de nos missions qui consistent à aider des maîtres d'ouvrage à se sensibiliser, à prendre connaissance du problème et puis à identifier rapidement des solutions. Et donc, face à ça, il y avait aussi, il y a quelques années, des systèmes d'évaluation qui étaient plus qualitatifs, euh, peut-être même certains à dire d'experts. Et donc, d'où le choix de cette image de dire il y avait un trou. Et donc, on a, en 2019, pris la décision au niveau des GIS d'essayer de développer un outil qui permettrait d'aller sur de la caractérisation scientifique avec du calcul et un outil qui était plus rapide que les modélisations microclimatiques que j'ai évoquées. Et donc ça, c'est la diapositive d'après. Donc on a développé cet outil qui s'appelle IceTool, qui permet de modéliser un certain nombre de paramètres de l'espace urbain. À la fois, il y a toute la modélisation du bâti avec la hauteur des bâtiments. Et la hauteur des bâtiments, c'est important parce que ce sont les bâtiments qui génèrent de l'ombre. Et donc, les zones qui sont moins exposées au soleil sont évidemment les zones moins chaudes.
Et attaché à cette forme urbaine que l'on sait modéliser, on va renseigner les propriétés physiques des matériaux, à la fois les matériaux, les matériaux sur les sols, dans les espaces publics, et puis également la présence de végétation. Donc on va pouvoir modéliser la présence des arbres, la hauteur des arbres, et prendre en compte les effets bénéfiques de la végétation qui peuvent générer de l'évapotranspiration qui a un effet rafraîchissant. Et on intègre également l'ombre des végétaux et lorsqu'on a des plans d'eau, l'évaporation de l'eau. Tout ça, ça a été fait grâce à la mise en place d'une base de données de matériaux avec des caractéristiques thermiques de ces matériaux, matériaux et végétaux. Et notre apport aussi à l'échelle au-delà de notre société et de la profession a été de dire, puisque ce sujet, il est d'une importance capitale et qu'on constate aujourd'hui qu'il y a certes la prise de conscience augmente, mais on est encore peu challengé dans nos projets sur la prise en compte de ce phénomène-là. On développe un outil en open source qu'on rend disponible à l'ensemble de la profession. Vous avez le lien là où c'est marqué plugin fonctionnant sous QGIS. Donc QGIS, c'est un logiciel, c'est un système d'information géographique qui lui-même est open source. Et donc, quiconque, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez aujourd'hui télécharger cette solution, accéder à la base de données pour faire des modélisations. Et donc, c'était important pour nous à la fois d'avoir quelque chose qui soit open source, qui permette justement à d'autres acteurs de venir peut-être rajouter des fonctionnalités au fil du temps et d'être en transparence sur les bases de données pour expliquer comment est-ce qu'on arrivait à obtenir des résultats. Et les résultats que l'on obtient aujourd'hui, c'est sur la partie droite, vous voyez ici un cadran qui tourne, qui représente l'évolution des températures au sol à l'échelle de la journée. Et donc, ce qu'on arrive à modéliser rapidement maintenant grâce à Ice-Tool, ce sont les températures au sol. Alors après, la température du sol n'est pas le reflet direct de la température ressentie lorsqu'on est à la hauteur d'un homme ou d'une femme dans l'espace public, mais c'est la façon, la solution technique qu'on a trouvée pour réussir à quantifier de manière un peu plus précise les endroits où il y a des phénomènes d'îlots de chaleur ou de surchauffe. Et je passe maintenant la parole à mon collègue William pour vous montrer plus en détail les réalisations sur le projet Cartorin. Ouais. Je vous laisse passer un petit peu plus loin. Il y a une ou deux diapos. Encore une, si je dis pas de bêtises. Oui, ça y est. Donc moi, je vais vous parler maintenant du projet de reconversion de la friche Cartorin. Donc c'est un projet d'aménagement urbain qui se trouve dans la ville de Guebwiller, en Alsace, donc plutôt au sud, hein, dans le Grand Est, entre Colmar et Mulhouse. Vous pouvez voir la localisation à gauche, hein, sur la capture d'écran. Sur la droite, j'ai affiché voilà, un plan masse rapide du projet pour qu'on puisse voir un petit peu l'emprise de cette friche et le plan masse du projet. Mais je vais vous laisser aller à l'image suivante pour détailler un petit peu plus. Et dans un dernier temps, donc on va parler de l'étude Ice-Tool, hein, qui a été réalisée sur ce projet et quels sont les impacts. Donc voilà, pour déjà mieux comprendre le projet, donc le programme des travaux est le suivant, hein. Donc, c'est une reconversion complète de friche, c'est-à-dire qu'on a un état initial avec un site industriel et qu'à la fin, on se retrouve avec un projet hyper urbain, apaisé, végétal, désimperméabilisé. Donc, les travaux comprennent plusieurs choses, hein. Donc, nous sommes maîtres d'œuvre sur les aménagements extérieurs, donc à savoir voilà la création donc de déambulations, de rues promenades, un type maille, de parcs urbains. On a travaillé aussi sur une grande aire de jeu dans ce projet. On a également voilà, des enjeux, hein, de désimperméabilisation, de déconnexion des surfaces de voirie des eaux pluviales. Voilà, la végétalisation très importante. Et on a donc aussi tout un travaux sur le volet bâtiment, donc avec déjà la démolition de l'usine, hein, qui s'est faite par le passé, je vais y revenir. Et dans notre projet, voilà, à l'échelle globale de reconversion, on a la construction de nouveaux lots avec du logement, des cellules commerciales, des cellules tertiaires aussi en pied de façade, du parking aérien public, du parking souterrain. On a un cinéma aussi qui s'est implanté et on a quelques projets connexes. Donc voilà, on a le cinéma dont je viens de parler, on a la synagogue. Si on va un petit peu à l'image suivante, s'il vous plaît.
Donc là, je vais encore résumer rapidement voilà, quelle est l'évolution de ce site, hein, un peu plus en détail. Donc c'est voilà, c'est le cas typique de friche, où on a dans les années 50 jusqu'à 2000 une société industrielle donc, qui s'appelait Cartorin, hein, qui était spécialisée dans les emballages en carton. Au début des années 2000, on a donc la ville de Guebwiller qui rachète le foncier et qui transforme ce site en friche et en parking. Et à partir de 2013, on va dire du début des années 2010, on a le programme de reconversion, hein, qui démarre avec la démolition et la construction de ce cinéma qu'on peut voir sur la droite. Si on avance un petit peu sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, on verra voilà, qu'à partir de 2017, on a le réel programme de reconversion de la friche qui est établi donc, par la ville. On a les démolitions des bâtiments restants qui s'enclenchent. On a une première tranche d'aménagement qui est réalisée il y a 3 ans là, pour reprendre un parking donc, qui était initialement en friche pour en faire un vrai parking aménagé. Et si on va sur la diapo suivante, on va voir donc nos travaux, nous, depuis notre arrivée, donc qui reprennent un petit peu la continuité logique avec l'aménagement d'un secteur est qui a déjà été réalisé donc, en 2022 et en 2023, dont on peut voir quelques photos sur la droite. Donc, c'est des travaux qui viennent d'être réceptionnés. C'est donc la zone où il n'y a pas justement encore les bâtiments. On va dire que c'est la dernière grande tranche de travaux de ce projet, donc avec des aménagements qui viendront en pied de bâtiment une fois que les grosses œuvres seront terminées. Je vous laisse passer à la slide suivante. William, je me permets, j'ai le terrible rôle d'être le maître du temps. Il faudrait pouvoir Faut conclure aller en plus 2-3 minutes, vite. s'il vous plaît. Non, pas de souci, 2-3 Dans minutes ce maximum. cas-là, alors je vais aller très très vite. Donc voilà, pour rappeler les grands enjeux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la reconquête d'un territoire industriel. Donc c'est-à-dire un territoire qui est artificialisé à quasi 100%, qui est végétalisé à quasi 0%, et qui est un îlot de chaleur total le plus fort possible parce que c'est pour dire vulgairement les choses, une galette d'enrobé géante en plein cœur de ville. Voilà. Si je vous demande d'aller encore à la dernière slide, donc je vais venir aux impacts de l'étude IceTool. Donc Cartorin, c'est un projet sur lequel nous avons testé et développé l'outil sur plusieurs versions. Ça a été voilà, un des projets support. Que vous puissiez voir un petit peu en action le plugin, sachant encore que voilà, ce sont des versions provisoires de l'époque, hein. Mais ce qu'on voit, voilà, c'est qu'à gauche, vous avez l'état existant avec une modélisation rapide. Vous voyez un grand aplat de gris qui correspond donc à cette galette d'enrobé. Et sur la droite, vous pouvez voir l'état projeté avec les lots à bâtir qui ont été pris en compte, l'insertion de toute la végétalisation, de nouveaux revêtements qui sont clairs, lisses, perméables, donc qui sont des propriétés très intéressantes pour rafraîchir les surfaces. Et on peut voir en dessous sur les rendus que à gauche, on a un îlot de chaleur urbain. Voilà, on a très clairement une zone où il fait très chaud, où ça chauffe, où la température au sol de surface et la température ressentie n'est pas agréable. Et sur la droite, on peut voir que en ayant un petit peu optimisé les morphologies urbaines, l'emplacement des arbres, le type de revêtement, on arrive à avoir quelque chose de plus aéré déjà d'une, et ensuite avec des températures de surface qui sont bien plus acceptables, d'autant plus qu'on est sur un projet en hypercentre d'une petite ville. Donc c'est voilà, un véritable parc urbain qui s'implante en fait avec ce projet, et on peut voir, si on regarde un petit peu la data de plus près, c'est un peu petit, désolé, on a quand même une température de surface moyenne qui est passée de 44 degrés sur l'état initial à 37 sur l'état projeté, donc après construction des bâtiments et des aménagements, ce qui nous donne quand même une température de surface qui a varié de l'ordre de 6 à 7 degrés, hein. Voilà, j'espère être arrivé dans les temps et ne pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup, je suis désolé, hein, c'est toujours ce rôle de Il maître n'y a du pas de temps. J'ai mal. un peu coupé les gens, mais Il n'y a pas de mal, c'était il n'y a pas de mal. très clair et synthétique, je vous remercie. Et du coup, comme vous le comprenez, on n'a pas une seconde à perdre, donc je vais tout de suite enchaîner en laissant la parole à Mariva Payette et Maëva Vanas du laboratoire d'écologie urbaine de La Réunion pour nous présenter le retour d'expérience du collège Roquefeuille. Merci, bonjour à tous. Alors Maëva et moi-même faisons toutes les deux partie du bureau d'études Le Réunion. Donc effectivement, c'est Laboratoire Écologie Urbaine. C'est un bureau d'études qui est spécialisé en conception de bâtiments bioclimatiques, paysage et urbanisme en climat tropical.
Le bureau d'études fait partie d'un groupe qui s'appelle ILED du Centre, dans lequel on retrouve également une agence d'architecture Lab Réunion et un bureau d'études structure Lettres Réunion. Et en fait, ces 3 structures ont fait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre du Collège Roquefeuille. Donc, c'est une opération récente qui réunit plusieurs principes de conception, plusieurs principes environnementaux qu'on essaye de mettre en application sur l'ensemble de nos projets. Alors, le Collège Roquefeuille, c'est une surface nette de bâti de 7 981 m² pour un ensemble de salles de classe, un service de restauration, un ensemble d'équipements sportifs et des espaces végétalisés sur l'ensemble de la parcelle. La capacité totale du collège est de 900 élèves. Il a été livré en 2021 à la demande du conseil départemental de l'île de la Réunion. Et l'équipe de conception était composée principalement donc, des bureaux d'études. Donc, en tant qu'architecte, on avait Lab Réunion en tant qu'architecte mandataire. Et on avait du coup un ensemble de bureaux d'études, Le Réunion, Lettres Réunion, INSET, Omega et ETBT. Donc, c'est un projet qui se situe sur la côte ouest de l'île de la Réunion. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors, à La Réunion, donc on est sur un département d'outre-mer qui est situé dans l'océan Indien, dans la zone intertropicale, et le contexte climatique y est un peu différent de la France hexagonale. C'est pourquoi il nous a semblé important de faire un bref rappel du contexte local pour mieux comprendre par la suite le choix des solutions de conception qui ont été mises en œuvre sur le projet. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que La Réunion, elle est sous l'influence de nombreux microclimats, notamment dû à un relief très marqué. Mais les zones côtières qui réunissent la majorité de l'activité économique sur l'île sont principalement soumises à un climat de type tropical humide avec hiver sec, où on retrouve des températures moyennes mensuelles supérieures à 18 degrés et des seuils de précipitation atteints sur plusieurs mois. Les vents dominants sur l'île sont les alizés qui viennent du sud-est et les brises thermiques qui sont issues de la différence de température entre la terre et la mer. Donc on peut dire que l'enjeu principal lorsqu'on construit sur ces zones de l'île, c'est de réussir à combiner avec un climat chaud tout en utilisant le potentiel aérolique disponible. On est plutôt sur des problématiques de confort d'été sur une grande partie de l'année. Donc cela étant dit, on a reposé un petit peu le contexte climatique. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, la philosophie générale qui a été mise en œuvre sur le collège, c'était de réduire au maximum les impacts environnementaux du projet, que ce soit sur les aspects énergétiques, écologiques ou environnementaux. Il y a 3 grands types de solutions qui ont été mises en œuvre et qui relèvent d'un travail à la fois sur les matériaux, donc dans le but de réduire l'impact carbone. On est sur des bâtiments qui sont en structure métallique avec des planchers collaborants, donc ce qui permet de réduire l'utilisation du béton qui est particulièrement carboné sur un territoire insulaire comme La Réunion. Il y a eu un travail pour optimiser les dépenses énergétiques du site. Tout d'abord en limitant les apports solaires à l'intérieur du bâtiment avec de larges protections solaires, des bords de toiture qui étaient adaptés du coup à chaque orientation de bâtiment et à chaque façade. Ensuite, on a cherché à profiter au maximum du potentiel aérolique sur le site. Donc ça, c'est passé à la fois par une réflexion sur l'orientation globale des bâtiments en eux-mêmes par rapport au vent dominant et aussi par un aménagement intérieur des salles qui était réfléchi de manière à permettre la ventilation naturelle traversante à l'intérieur des locaux. Et enfin, il y a eu un travail pour limiter au maximum le besoin en éclairage artificiel avec de nombreuses ouvertures qui permettent d'apporter de l'éclairage naturel. Et le dernier volet sur lequel nous avons fortement travaillé et que Maëva vous détaillera un peu plus juste après, c'était du coup la réduction des effets d'îlot de chaleur, puisque dans un cas où on a un bâtiment qui fonctionne en ventilation naturelle, si on ne traite pas les abords du bâtiment, on va être contre-productif et on aura un air chaud qui traverse. Donc voilà, un gros volet sur la réduction des îlots de chaleur. Alors, on a juste remis quelques images des locaux pour vous rendre compte un peu de la conception intérieure. On voit ici, sur la photo de gauche, un dispositif spécifique qui est le puits dépressionnaire, qui permet de ventiler les grands volumes de la salle de restauration et du CDI, en leur apportant à la fois de la lumière naturelle et une vue sur un patio paysager.
Le principe de ce système architectural, c'est de créer des courants d'air entre les façades du bâtiment et la partie émergente du puits dépressionnaire, où on retrouve une zone en forte dépression. Et en fait, c'est la différence de pression entre les façades et l'émergence du puits qui est moteur de la ventilation naturelle à l'intérieur des locaux. Toutes les salles disposent d'une quantité importante de menuiseries qui sont réglables manuellement par les usagers et qui permettent du coup d'atteindre un taux de porosité qui est supérieur à 30% en façade. Et donc, on a ainsi un balayage traversant des flux d'air dans toutes les salles. Et on a également des brasseurs d'air qui sont disponibles dans toutes les salles et qui permettent d'augmenter les mouvements d'air pendant les périodes estivales, donc sur les mois où il fait le plus chaud, et pendant les jours sans vent. Et enfin, la dernière image qu'on vous montre ici, c'est un autre exemple de solution qui permet de limiter les dépenses énergétiques liées à l'éclairage. Et donc, c'est principalement des façades et une couverture textile claire dans le grand gymnase du collège, qui est à la fois ventilé naturellement et éclairé naturellement. Et je laisse la parole à Maëva pour la suite. Bonjour à tous, je suis Maëva et je vais vous parler de l'importance de la végétation au Collège Roquefeuille. Avant sa construction, c'était une savane avec des espèces invasives et aujourd'hui, sans sa végétation arborée et arbustive, le collège n'aurait pas bien porté son nom car si on tend l'oreille, vous pouvez entendre roc, comme roc qui désigne une masse rocheuse qui fait corps avec le sous-sol, et puis feuille. Donc, par définition, le collège devait être durable, solide comme le roc et qui fait corps avec son paysage et son environnement. Concrètement, c'est près de la moitié de la surface totale de la parcelle qui présente des espaces libres et perméables, dont 44% avec un cadre arboré. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette végétation se retrouve sous différentes formes, au sein de jardins en pleine terre, dans la cour centrale que vous voyez sur les 2 premières photos, ou encore via les toitures végétalisées. Cette végétation permet la création d'un cadre ombragé, d'îlots de fraîcheur à l'avenir, mais aussi la gestion des eaux pluviales en se basant sur des principes d'un pluvium avec les bandes vertes que vous pouvez voir sur les photos ou encore les patchs arborés qui sont perméables. Cette végétation permet aussi d'offrir un paysage esthétique, un cadre agréable et enfin, c'est un tremplin pour la mise en valeur du patrimoine naturel réunionnais en plantant des espèces indigènes et endémiques. Indigène, c'est une espèce qui est arrivée avant la colonisation de l'île par l'homme et endémique, c'est une espèce qu'on retrouve uniquement à La Réunion et nulle part ailleurs dans le monde. Diapositive suivante. Donc, ces espèces locales sont aussi valorisées au sein d'une afforestation. C'est un jardin forêt grandeur nature et sa palette végétale comprend des espèces de la forêt sèche, semi-sèche. Et pour information, à l'état naturel, il reste seulement 1% de cette forêt. Donc, l'afforestation est quelque part un tremplin et apporte sa pierre à l'édifice pour conquérir la biodiversité indigène et endémique réunionnaise. Aujourd'hui, vous pouvez voir au bout de 2 ans après plantation, ça ressemble encore à une savane verte, mais c'est en réalité des patchs herbacés qui ressortent, avec notamment une espèce, le vétiver, qui est une espèce alliée temporaire pour la couverture des sols. Diapositive suivante. Et donc, pour évaluer cette biodiversité naissante, mais aussi développer d'autres outils de conception et de gestion de la biodiversité, des projets de recherche sont en cours. Et oui, le collège Roquefeuille fait dorénavant partie d'un nouveau réseau d'observatoires stratégiques de la biodiversité urbaine à La Réunion, avec notamment le projet Ruban, qui est un projet de recherche-action collaboratif entre le Réunion et le CIRAD, et un autre projet, Tropis,
qui vise à cartographier la biodiversité microbienne des sols réunionnais, y compris les sols urbains. Diapositive de conclusion. Alors, pour conclure, si on devait résumer notre retour d'expérience en 3 lettres, c'est bien sûr ICU, pour dire qu'il a fallu mobiliser une approche intelligente dans la construction ultramarine dans notre cas, et ce, pour lutter contre les ICU, les îlots de chaleur urbains. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux et merci aussi pour le timing. J'avais un peu laissé filer, vous avez bien tenu. Je vous remercie beaucoup et on va donc terminer maintenant avec Chloé Cariello d'Envirobat Occitanie. Chloé, je te laisse démarrer sans plus tarder. Bien, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je suis Chloé Cariello, en charge des sujets d'aménagement durable et d'urbanisme au sein d'Envirobat Occitanie. Donc, Envirobat Occitanie, c'est un réseau de professionnels de plus de 300 adhérents et un centre de ressources pour informer et sensibiliser les professionnels de l'aménagement et du BTP. C'est une association régionale, une structure neutre au service de l'intérêt général, qui est née en fait de la nécessité de réunir l'ensemble des acteurs du bâtiment et de l'aménagement. Et l'objectif d'Envirobat, c'est de contribuer à réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des aménagements. Donc la démarche dont je vais vous parler, c'est QDO, Quartier Durable Occitanie. Alors, ce n'est pas un label ni une certification, c'est une démarche environnementale régionale au service des professionnels pour les aider à monter en compétences et aussi pour la montée en qualité de leurs projets. Donc, comme je le disais, QDO, ce n'est pas un label ni une certification. En fait, c'est un système participatif de garantie dont les professionnels s'emparent pour progresser et diffuser les bonnes pratiques. Et donc, pour cela, on évalue les projets avec une grille d'évaluation qui est le référentiel QDO et qui change suivant le projet. Alors, suivant si c'est un projet à vocation principale d'habitat ou plutôt d'activité, plutôt un projet neuf ou en réhabilitation, etc. Et la grille est obligatoirement animée par un accompagnateur QDO qui est un professionnel de l'aménagement. Et c'est une prestation payante. Et les projets sont évalués à 3 reprises devant un public de professionnels et des membres de commission bénévoles qui attribuent des points bonus. Alors, à 3 reprises, c'est en conception, en réalisation une fois que le projet est terminé et 2 ans après que le quartier soit finalisé. Les projets et les acteurs sont ensuite valorisés par Envirobat Occitanie pour diffuser les retours d'expérience et les bonnes pratiques. Donc, la grille, elle s'adapte aux différents projets et comprend des critères qui font gagner des points. Donc, on a 3 niveaux possibles atteignables, qui sont l'or, l'argent et le bronze, suivant le nombre de points obtenus. Diapo suivante, voilà. Et donc, par rapport aux ICU, donc, ils sont traités de manière transversale et plurithématique dans le référentiel. Donc, en fait, là, on a les 8 thèmes QDO. Et nous verrons comment un projet QDO a répondu à la réduction des îlots de chaleur pour chacun de ces thèmes. Donc, on a le thème gestion de projet, contexte et territoire, eau et biodiversité, ambiance, qualité de vie et santé. On a aussi le thème social et économie sur les mobilités, le thème 7 sur l'énergie et le thème 8, matériaux de terrassement et gestion des déchets. Diapo suivante. Voilà. Donc, on a actuellement 5 projets en démarche QDO. Alors, il y a 3 projets qui sont passés en commission conception, que vous voyez du coup à l'écran. Donc, le projet Puy de Roule à Nîmes, le quartier du Rivel à Baziège et Montgiscard, donc au sud-est de Toulouse, et le marché-gare à Nîmes. On a également 2 autres projets qui sont en démarche, mais qui passeront en commission en octobre 2023. Et donc, j'ai choisi de vous présenter le quartier marché-gare à Nîmes, aménagé par Nîmes Métropole et l'aménageur la SPL Agathe, pour vous montrer leur prise en compte des îlots de chaleur. Donc, le quartier, aujourd'hui, un petit peu comme le quartier qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est un ancien marché d'intérêt national avec encore quelques activités. Et c'est une zone complètement imperméabilisée et goudronnée aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, et donc ici, en fait, dans le thème 1,
QDO, gestion de projet, les critères suivants ont été cochés. Donc, le premier point que vous voyez, c'est par rapport au fait que les objectifs de réduction des îlots de chaleur sont suivis tout au long du projet. Alors, en conception, en réalisation, une fois que le quartier est finalisé, et 2 ans après la réalisation du quartier. Le deuxième point que vous voyez, c'est par rapport au fait que les usagers seront sensibilisés aux sujets environnementaux et de biodiversité, en comprenant les ICU. Et le troisième point que vous voyez, c'est par rapport aux compétences qui ont été mobilisées pour travailler justement sur la réduction des îlots de chaleur. Donc, vous avez l'ensemble en fait des acteurs du projet ici, mais c'est particulièrement la maîtrise d'œuvre environnement, l'hydraulicien et le paysagiste qui ont travaillé sur ces ICU. Donc, dans le thème 2 de QDO, contexte et territoire, plusieurs critères ont été cochés et participent à la réduction des îlots de chaleur. Donc, les premiers points que vous voyez par rapport au graphique, par rapport aux 2 cercles que vous voyez, les 2 graphiques en haut. Donc, le projet aujourd'hui va réhabiliter l'existant qui est très imperméabilisé. Donc, ils vont réduire les îlots de chaleur par la désimperméabilisation des sols. Et donc, on voit sur le cercle à gauche en gris que la surface minérale va passer de 86% à 62%. Par rapport au bâti, donc il sera plus dense que celui qui est sur le site actuellement. Et ces nouvelles imperméabilisations n'aggravent pas les îlots de chaleur, car le site est complètement imperméabilisé aujourd'hui. Et donc la perméabilité, c'est ce que vous voyez en bleu sur le graphique en haut à droite, va passer de 14% à 29%. Et pour la végétalisation, donc la végétalisation existante a été gardée dans la mesure du possible et elle a été vraiment renforcée en pleine terre. C'est ce que vous voyez sur le plan en bas de la diapositive en vert. Et il y aura aussi des toitures végétalisées, comme on peut le voir sur le plan en bas, par les petites hachures vertes. Voilà, donc sur le thème 3 de la grille QDO, eau et biodiversité, pour la végétalisation, il y aura presque 340 arbres de plantés. Et par rapport à l'eau, donc pour la gestion intégrée des eaux pluviales, elle participe à la végétalisation et à la fraîcheur du quartier. Pour l'étude d'ensoleillement, donc elle a été réalisée pour justifier de ces critères QDO. Et on voit sur l'image à gauche que sans arbres, en haut à gauche, vous voyez la première image, sans arbres, comme c'est le cas aujourd'hui sur le site, la durée d'ensoleillement est plus forte que sur l'image qui est tout à fait à droite, une fois que les arbres sont arrivés à maturité. Donc en fait, vous voyez que les nuances de rose et de violet sont plus importantes sur la dernière image avec les arbres. Donc la durée du temps d'ensoleillement est moins forte. Et donc par rapport au vent, sur la diapositive suivante, ils ont été pris en compte dans la conception, justifiés du coup dans le thème 4 qui s'appelle ambiance, qualité de vie et santé. Et donc des préconisations ont aussi été faites pour les lots privés pour éviter les surchauffes. Et sur la diapositive suivante, pour les autres thèmes QDO, donc des jardins partagés sont aussi à l'étude. Par rapport au déplacement, alors ils devraient produire moins de chaleur car des alternatives seront proposées comme le covoiturage, l'autopartage de véhicules et un nouvel arrêt de bus. Et pour l'énergie, alors par exemple pour la clim, elle va être limitée pour les futurs bâtiments car on sait qu'elle aggrave l'effet d'ICU. Et donc pour finir sur le dernier thème QDO sur la diapositive suivante, donc l'albédo moyen du projet a été amélioré grâce à des revêtements clairs et la désimperméabilisation des sols. Et les lots privés seront aussi concernés avec un objectif chiffré, comme on le voit dans les petites phrases en bas, de 0,3. Et donc si vous souhaitez après le détail du projet du marché gare et des autres projets QDO d'ailleurs, donc qui sont en ligne sur le site d'Envirobat Occitanie, vous avez du coup tous les détails sur le projet, les acteurs, etc. Et voilà, du coup, j'ai terminé ma présentation. Donc, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous présente plus en détail la démarche QDO. Merci beaucoup, Chloé. Je me permets simplement, puisque Chloé et moi faisons partie de structures cousines au sein du réseau du bâtiment durable, de vous signaler pour ceux qui ne sont pas d'Occitanie lors dans ce webinaire qu'on porte en Ile-de-France une démarche similaire qui s'appelle Quartier durable francilien et que vous pouvez retrouver. Je vous invite à consulter le site du réseau bâtiment durable puisqu'il y a plusieurs régions. Je pense notamment à la région PACA où ces démarches sont aussi déployées.
Merci donc du coup pour ces 3 présentations. C'était très rythmé, je m'en excuse, hein, j'ai dû un peu vous mettre la pression, mais le temps était compté. Avant de passer, est-ce qu'on passe directement aux questions ou on dit 2 mots de conclusion avant? On dit donc 2 mots de conclusion avant. Merci beaucoup. Voilà, simplement vous rappeler que les Green Solution Awards, donc il y a eu, on était aujourd'hui à la 4e édition et qu'il y aura donc 2 autres éditions à venir avec des dates qui seront annoncées. On vous invite évidemment à aller consulter tout ça sur le site Construction 21, je vais y arriver, excusez-moi. Et puis je vous annonce aussi le prochain rendez-vous, l'annonce des lauréats français le 3 juillet lors de la cérémonie des prix de remise à la SMA BTP. Et puis l'annonce des autres lauréats nationaux le 10 juillet. Voilà du coup pour ce petit point d'actualité. Et on va donc de suite passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre à un maximum tout en équilibrant entre nos différents intervenants. On va commencer par vous, Olivier et William, pour Régis. Il y a eu beaucoup de questions lors de votre présentation. Alors, plusieurs questions sur l'outil. Le plugin, avec une question qui nous demandait où était disponible le plugin. Je pense que vous pourrez communiquer le lien. Une question alors un peu plus technique sur la puissance de calcul nécessaire au niveau du PC pour faire tourner ces modélisations. Est-ce qu'il faut une machine de guerre ou un PC à peu près standard permet de faire tourner ces modélisations? Excusez-moi, ce n'était pas le sens de ma question. Si vous voulez préciser votre question. Ouais, c'est gentil, merci. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Pas de souci, allez-y. Oui, je crois que le SETI, alors c'est de la recherche spatiale de vie extraterrestre, bref, propose aux particuliers de partager la puissance de calcul de son propre PC à domicile. C'était le sens de ma question. Les modélisations prenant donc du temps, étant chronophages, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il est envisagé un jour de partager sa puissance de calcul? Merci beaucoup. Olivier, William, une réponse à cette question? Je pense avoir mal compris le sens de la question. Je comprends le principe de partager la puissance, faire du cloud computing, etc. Mais pardon, je vous laisse préciser peut-être. Non, vous aviez signalé que les calculs de modélisation étant gourmands en puissance et donc chronophages, je voulais savoir s'il était envisagé qu'éventuellement tout un chacun puisse, en mettant sa puissance de calcul personnelle à contribution, accélérer ses calculs pour que justement ces modélisations soient moins chronophages et que les résultats puissent être partagés plus tôt. J'espère avoir été plus clair. Oui, sinon c'est pas grave. C'est plus clair, pardon. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui est tout à fait imaginable, hein. Aujourd'hui, quand on parlait de ça tout à l'heure, c'est en effet plutôt avec du temps machine, avec des machines appartenant à Aegis chez nous, mais on pourrait très bien imaginer de travailler de cette manière et économiser des temps de production, etc., etc., hein. Oui, ça s'entend tout à fait. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions pour vous qui nous arrivent? Alors, excusez-moi. Une question sur les... Alors, je vais vous poser les deux en même temps et je vous laisserai choisir dans l'ordre de réponse. Une question sur les fichiers météo que vous avez utilisés pour obtenir les températures de surface. À quels fichiers vous avez eu recours? Et puis, une question aussi de Mariava qui nous demande est-ce que ces modèles intégrés à Istool ont été validés sur des études de cas avec des mesures physiques? Et puis, question complémentaire, je pense un peu intéressée, est-ce que cet outil a vocation à être utilisé en milieu tropical? Je veux bien commencer, puis après, je laisserai William compléter. Par rapport justement à la question de Mariva, alors nous, on utilise déjà Istool, notamment sur l'île de la Réunion, parce qu'on a aussi une équipe présente à Sainte-Marie de la Réunion. Et comme justement les fichiers météo sont des fichiers météo qu'on va chercher au plus près des endroits où sont faites les modélisations, on peut intégrer justement les données météorologiques locales. Et après, l'autre question, c'était par rapport aux fichiers météo eux-mêmes. Donc, je vous ai donné le lien dans le chat. Je vous ai répondu vous avez le lien, à la fois je vous ai donné le lien vers le plugin et aussi le lien vers la documentation du plugin qui vous explique comment on intègre les fichiers météo. Après, William, tu peux peut-être compléter la réponse. Oui, en gros, on utilise donc les open data des différentes stations météo partout dans le monde, hein. Donc, a priori, on sait modéliser
selon les conditions météo de n'importe quelle station météo qui serait en open data en fait, hein. Donc aujourd'hui, il y a des sites qui regroupent toutes ces données et je peux aussi confirmer qu'on a des stations météo dans tous les continents. Voilà. Par contre, quelle est la densité ça, il faudra fouiller un petit peu plus. Voilà. Dans le tuto, vous avez les 3 sites qui sont les ressources dans lesquelles vous pouvez piocher des fichiers météo. Merci à tous les deux. Alors, il y avait une question, je vais me permettre de l'évacuer en y répondant rapidement, sur les plans des villes pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, très vaste question, mais pour vous répondre en 2 mots, il y a plusieurs grands registres de solutions, mais c'est principalement dans les documents de planification, les chartes d'urbanisme, d'aménagement, etc., où on va pouvoir fixer un certain nombre de préconisations. Dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, on va pouvoir aussi entériner la non-artificialisation de certaines zones. Donc voilà, c'est une vaste question. Au niveau de l'Île-de-France, on pourrait évoquer également le PRAC, le plan régional d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, de nombreux outils à disposition des villes, notamment via la planification et les règles d'urbanisme, pour imposer un ensemble de recommandations pensées en cohérence avec les recommandations ou les retours d'expérience qu'on a pu voir aujourd'hui lors des 3 présentations. Une petite dernière question pour Régis, avant de passer aux autres intervenants. Une question sur est-ce qu'il y a un risque au niveau des conclusions, des préconisations qui vont émerger de vos simulations, qu'on arrive souvent à la conclusion qu'il faut privilégier les matériaux clairs pour les revêtements afin de diminuer la température au sol, mais avec le risque du coup que ça provoque un inconfort pour les usagers, notamment en termes de réflexion lumineuse. Et puis une question complémentaire qu'il nous pose, dans l'outil, que faudrait-il faire pour aller plus loin que la température de sol et aboutir à une estimation de la température ressentie? Donc question un peu complexe. Tout à fait. Tu veux commencer, Vas-y, William? Olivier. Vas-y. Oui, et en même temps, ça me permet de répondre effectivement, parce que j'ai pas répondu à toutes les questions tout à l'heure. Aujourd'hui, IceTools, ça fait partie de la famille des éco-comparateurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir comparer des situations de référence, situation de projet numéro 1, variante numéro 1, variante numéro 2, etc. Comparer donc des projets entre eux, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas mis on n'a pas mis la priorité sur vérifier que les données de température qui sont affichées sont effectivement exactes par rapport à la température qu'on pourrait mesurer au sol. Cependant, ça fait partie des projets justement de développement d'un moment donné de faire une espèce de calibrage pour vérifier que ces données sont cohérentes par rapport à la réalité. Mais ça ne nous semble pas prioritaire dans la mesure où, en termes de démarche, c'est plutôt une démarche d'éco-comparer des solutions, toutes choses égales par ailleurs. C'est ça le premier objectif. Ensuite, par rapport à la fois le point sur les façades et le point sur les températures ressenties, ça fait partie aussi de notre programme de développement. On a tenté l'an dernier d'intégrer justement les matériaux de façade et pour tout vous dire, on n'a pas réussi dans le temps qu'on s'était donné pour faire cet effort de recherche et développement. On n'a pas réussi. Et sur la température ressentie, c'est un niveau d'investissement encore supplémentaire. Et donc aujourd'hui, on est limité dans cette espèce d'arbitrage entre un outil qui reste facile à manipuler, rapide d'utilisation et qui intègre quand même des paramètres, mais pas tous les paramètres. Aujourd'hui, on ne sait pas faire intégrer les façades et calculer la température ressentie. Mais voilà, peut-être qu'avec le temps et puis avec la magie de l'open source, peut-être qu'on va trouver des appuis supplémentaires. D'ailleurs, sur la question de la prise en compte de la température ressentie, y compris dans les discussions avec les chercheurs, il y a encore différentes options possibles, différentes visions possibles. Et l'autre partie de la question, c'était… Les préconisations sur les revêtements blancs et donc du coup le risque d'inconfort visuel en termes de réflexion. Ouais. Tu veux prendre ça, William? Répondre, voilà, déjà que ce soit donc pour les façades des bâtiments ou pour les revêtements de sol de nos aménagements, il est clair et net qu'il y a des paramètres qui sont meilleurs que d'autres pour influer sur le phénomène d'îlot de chaleur. Par contre, en effet, régler un problème en amène souvent un autre dans les études d'ingénierie, j'ai envie de dire. Donc oui, en effet, il y a ce sujet, voilà, mettre un revêtement blanc sur des grandes surfaces ouvertes. En effet, ça crée une pollution visuelle. Donc on règle la pollution thermique, mais on crée modérément une pollution visuelle. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas une réponse, il n'y a pas de réponse toute faite et que c'est un petit peu ça j'ai envie de dire un peu ça notre boulot, de trouver ce juste milieu qui limite au mieux toutes les nuisances et qui optimise au mieux le projet en fait, hein.
Voilà, je ne sais pas si Olivier, tu voulais répondre d'une autre manière. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Juste dire Mais c'est qu'effectivement, il y a cette très pertinent en tout cas. Effectivement, et on pourrait aussi intégrer aussi, par exemple, la question de l'impact carbone, parce que certains matériaux vont avoir un impact carbone plus ou moins important. Et donc, c'est effectivement ça le job de l'ingénierie, c'est de proposer des solutions, sachant que bah voilà, on est à un moment donné dans un arbitrage, dans des comparaisons multicritères, et que la solution idéale qui cochera le carbone, la biodiversité, la fraîcheur, n'est probablement pas disponible partout. Ouais. Merci à tous les deux. Je vois qu'il y a encore d'autres questions qui arrivent. Alors malheureusement, par souci d'équité et de répartition, je vais passer aux autres intervenants, mais je pense que, alors je parle sous contrôle de Construction 21, mais je pense qu'il y aura moyen de vous mettre en contact avec les intervenants du jour si vous voulez poser des questions un peu plus poussées. Je me permets de passer à 2-3 questions pour Mareva et Maëva. Alors la première question qui amène simplement un oui ou un non, c'est est-ce que vous avez des schémas de coupe pour expliquer le fonctionnement du puits dépressionnaire que vous avez présenté? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourrez les partager? Et puis j'enchaîne avec une autre question, puisque celle-ci amène une réponse assez simple. Une question sur le rayonnement des façades. Est-ce que le rayonnement des façades est un paramètre significatif dans la création des îlots de chaleur? Et est-ce qu'il y a un enjeu à généraliser les façades isolées par l'extérieur ou avec une ossature légère type ossature bois afin de réduire l'inertie thermique de ces façades? Alors, pour répondre à la première question, oui, il y a un document de l'ADEME, un guide, donc c'est le guide de la ventilation naturelle en climat tropical qui a été réalisé assez récemment. Je pourrais le transmettre, où on a des petits schémas de principe sur le fonctionnement des puits patio-dépressionnaires et ce type de solutions architecturales qui permettent de favoriser les flux d'air à l'intérieur des bâtiments. Sur la question des façades, bon, on a déjà répondu un peu en partie à cette question auparavant. Juste si je peux répondre à la deuxième partie sur est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à généraliser l'isolation des façades. J'ai envie de dire que ça dépend de la stratégie qu'on a à mettre en œuvre, parce que si on est sur un bâtiment qui fonctionne en ventilation naturelle toute l'année, l'objectif, ça sera d'avoir une inertie qui est pas trop importante, justement, pour pas que la chaleur soit emmagasinée par les façades. Par contre, si on est sur un bâtiment qui est complètement climatisé, là, on aura une stratégie différente. Et effectivement, là, il y a un intérêt à isoler au maximum pour limiter les déperditions. Merci beaucoup. Et alors, une autre question, même si vous avez commencé à esquisser, je crois, des éléments de réponse, et peut-être plus pour Maëva celle-ci. Une question qui nous est posée. Alors, on parle de revégétalisation, mais quid de la gestion des eaux de pluie, et notamment le stockage et l'utilisation des eaux de pluie pour l'irrigation de la végétalisation, justement. Comment est-ce que vous avez géré ça à l'échelle du projet et de quelle manière ça a été pensé, l'articulation entre végétalisation et gestion des eaux de pluie? Peut-être repréciser un peu ces éléments, puisqu'on avait une question qui demandait, notamment sur la gestion en fait, au long cours, sur toute l'année, avec des périodes fluctuantes en termes d'approvisionnement sur la ressource en eau. Alors déjà, on est, pour redonner le contexte, on est vraiment sur la côte la moins pluvieuse de l'île. Donc le levier d'action prioritaire à actionner, c'était déjà de planter des espèces adaptées au climat. D'où se référer à l'étage de végétation de la forêt sèche et semi-sèche. Ensuite, lors de la plantation, forcément, il faut un coup de pouce pour installer ces plants. Et effectivement, on a deux réseaux distincts, le réseau d'eau potable, donc là qui n'est pas utilisé, et un réseau d'eau brute qui est vraiment dédié à l'irrigation. Ensuite, dans la gestion même de l'arrosage, c'est une gestion raisonnée en fonction des zones et aussi des saisons. Le Réunion accompagne les chargés de l'entretien et en fonction des espèces, on fait aussi des ajustements par rapport à l'arrosage à apporter. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de plus par rapport à ça aussi? Il faut savoir que d'un point de vue physiologique et biologique, c'est dans le cours des choses aussi d'avoir un stress physiologique dans le cycle de l'espèce pour la fructification et la floraison des espèces. Donc, d'où aussi un accompagnement par un écologue sur le collège.
Merci J'espère beaucoup. avoir répondu. J'espère aussi, en tout cas, moi, ça répond de mon côté. Alors, je vois qu'il y a des échanges passionnés dans le chat. On va juste terminer avec une dernière question pour que tout le monde ait eu un peu son mot à dire. Une question pour Chloé, qui nous demande, alors, on nous demande sur le projet de Nîmes, comment a été calculé l'indice d'albédo qui est donné. Est-ce que c'était sur la base d'une moyenne au regard des matériaux sur site et puis des végétaux utilisés? Est-ce qu'on peut détailler un tout petit peu la méthode qui a été appliquée pour le calcul de l'albédo sur cette opération? Et du coup, c'est ça, ouais. En fait, c'est vraiment par rapport au revêtement que l'albédo a été calculé. Donc, les matériaux clairs, du coup, et lisses ont un albédo proche de 0,4 et plutôt les matériaux foncés et poreux, ils ont plutôt un albédo proche de 0. Donc, c'est bien une moyenne qui a été calculée, sachant que l'albédo moyen des villes européennes serait de 0,35. Et donc là, en particulier sur le marché gare, donc tout ce qui est revêtement, donc on a du sable stabilisé clair, on a des dalles béton à joints perméables, enfin tous ces revêtements-là ont donc participé à réduire l'effet de, enfin l'albédo qui au départ sur le projet est de 0,13. Et aussi, ils ont intégré les toitures, donc la végétalisation des toitures aurait aussi eu un impact sur le calcul de l'albédo. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on arrive sur la fin de nos échanges. Je suis désolé, je vois qu'il y a encore peut-être 2 ou 3 réponses auxquelles on n'a pas pu répondre. J'ai vu qu'Alexia nous a signalé dans le chat qu'on ferait le nécessaire pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc voilà, on va donc conclure. Je vous remercie de votre attention, de votre participation à toutes et tous. Je remercie également nos 5 intervenants. Voilà, cette fois-ci, le compte est bon pour ces 3 retours inspirants et qui, j'espère, vous donneront envie de passer à l'action sur ces sujets. Remercier Construction 21, évidemment, pour l'organisation de cet événement. Et puis, vous souhaiter à toutes et tous une bonne fin de journée, un bon appétit d'abord, et puis une bonne fin de journée.